Bienvenue dans ce nouvel épisode d'une série qu'on vient d'initier avec Louis qui s'appelle Accords et désaccords. Et l'idée nous en est venue dans le cadre d'un autre parcours qu'on a créé qui s'appelle Retrouver l'accord perdu et dans lequel nous visitons ensemble, non pas pour donner une formation, mais plus pour ouvrir des questionnements, des interrogations, une réflexion par rapport aux différentes dimensions de la vie. Nous sommes tous des personnes, des individus avec un corps, une histoire personnelle, des relations avec les autres, des émotions et des pensées, cherchant à trouver sens de cette existence humaine. Et nous avons eu l'impression qu'il était particulièrement important en cette époque très sombre et très désorientée de réouvrir ces questionnements inspirants, ces questionnements qui font du bien. Il est des questionnements qui sont des prises de tête, mais on peut souvent aborder les mêmes sujets d'une manière qui, au contraire, est extrêmement riche et féconde, et surtout quand on s'ouvre les uns les autres. Et donc, on a créé ce parcours qui est disponible pour ceux que cela intéresse. Mais dans la foulée, on s'est dit que ça serait bien d'enregistrer des émissions plus courtes pour partager un certain nombre de réflexions, et notamment des choses qui nous ont intéressés dans ce que nous avons vécu ces dernières années. Bonjour Louis, ravi de te retrouver. Bonjour Jean-Dominique, c'est un plaisir pour moi aussi, c'est un plaisir d'avoir fait le parcours avec toi et de continuer à le faire, parce que c'est un peu l'idée qu'on avait derrière ce parcours sur l'accord perdu, c'est d'essayer de le retrouver ensemble et de stimuler une créativité, une fécondité, quelque chose d'inattendu. Alors pour rien cacher au public, ce week-end par exemple, on a joué avec Jean-Dominique à faire un générique, et donc moi j'ai joué à m'enregistrer en train de siffler un air à la Ennio Morricone pour faire la musique du générique. Vous imaginez que pour un médecin hospitalier, c'est pas ma formation, c'est pas quelque chose au départ que j'imaginais faire dans ma vie. Et pourtant, il y a une grande joie presque enfantine à le faire. C'est rigolo. Et à la fin, ça devient le générique. Et on est comme avec une sorte de grande boîte de Lego où on joue ensemble à essayer de construire des choses et de vous les offrir. Et puis que vous puissiez aussi reprendre les morceaux, les déconstruire et refaire encore quelque chose de différent avec, et que ça stimule votre créativité, vous qui nous écoutez. Et donc l'idée, c'est absolument pas de vous apporter des réponses, c'est au contraire de donner le spectacle de ce moment où des humains se rencontrent, et quand ils se rencontrent, ils peuvent se battre, ils peuvent s'ignorer, ou ils peuvent coopérer et commencer à s'aimer au sens large, c'est-à-dire à avoir une fécondité ensemble, c'est ce qu'on essaie de faire avec Jean-Dominique. Super, merci Louis. Et aussi de rappeler l'importance du jeu. Hein, c'est une pulsion fondamentale de l'être, ça fait partie du clavier affectif de base qu'on partage accessoirement avec tous les mammifères. Tous les mammifères ont les mêmes grands affects, la peur, le chagrin en cas de perte, la curiosité pour découvrir quelque chose d'intéressant. Et le jeu est très fondamental, on le voit notamment au fait que la dépression et la dépressivité se caractérisent par une perte de curiosité pour la vie et une perte du sens du jeu. Et actuellement, il y a d'ailleurs des recherches pharmacologiques pour voir si certaines molécules pourraient stimuler les centres du jeu. Il y a peut-être d'autres manières que la chimie, mais c'est effectivement complètement fondamental parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on découvre, c'est comme ça qu'on a du plaisir et c'est comme ça qu'on se synchronise les uns et les autres. Et il suffit de voir à quel point on se charrie volontiers entre amis, entre copains, on se balance des vannes, des blagues, c'est très très amusant, on se fait des surprises, on se joue des tours, parce que c'est très essentiel pour notre pulsion de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter dans quelque chose, alors qui n'est pas tout à fait ça, mais qui est un peu la chambre d'à côté en termes de ce qui fait du bien à notre humanité, qui est l'importance de la parole donnée et de la parole reçue, c'est-à-dire de l'écoute. Et nous avons été, Louis et moi et bien d'autres, invités dans beaucoup de collectifs à travers nos différents pays. Certains sont vraiment en pleine vitalité et créativité, d'autres ont plus de difficultés avec des conflits de personnes, une difficulté à préserver le sens, à ce que la charge de travail soit bien répartie entre tout le monde. Et une des expériences qui m'a le plus frappé dans ces explorations a été, je leur rends hommage ici, le collectif Mauges de Cholet et la région, qui m'a invité à donner une conférence, mais surtout, le samedi matin, nous avons passé peut-être 2 heures ensemble dans un cercle de parole réunissant une trentaine de membres de ce collectif, et chacun a pris la parole à tour de rôle pour partager là où il en était de son vécu, quels étaient les défis ou les difficultés auxquels il faisait face, qu'est-ce qui lui donnait espérance ou l'inspirait, d'une manière comme ça où chacun a peut-être parlé 5-6 minutes, un tour de parole ni bref ni trop long, et dans une qualité d'écoute.
une qualité d'écoute, mais qui m'a émerveillé. Alors, en tant qu'anthropologue de la santé intéressé au rétablissement et à la salutogenèse, l'écoute, c'est pas quelque chose que je découvre. Une des modalités les plus intéressantes des 50 dernières années dans le domaine de la santé au sens large, mais plus encore la santé mentale, c'est les groupes d'entraide. Les groupes d'entraide, c'est quoi? C'est des gens qui partagent une difficulté commune et qui se réunissent pour partager des solutions et s'offrir, bien sûr, de la compréhension, de l'empathie et du soutien. Parce que quand vous souffrez de quoi que ce soit, euh, qui est mieux placé pour comprendre ce que vous vivez que quelqu'un qui vit la même chose? Et dans leur relation avec l'univers soignant ou d'aide sociale, les personnes avec des besoins spécifiques se retrouvent toujours dans une position, qu'on le veuille ou non, qui est une position différente, souvent infériorisée, souvent marquée par des rapports de dominance. Mais quand un médecin, par exemple, explique à une personne souffrant de toxicodépendance comment elle doit faire pour arrêter de consommer, le médecin qui lui-même n'a aucune idée de ce que c'est d'être un addict, on comprend qu'il y a une petite difficulté d'articulation. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des médecins aidants et compétents. Mais vous voyez, il y a un décalage. Et les groupes d'entraide, c'est se retrouver entre soi pour s'écouter, mais aussi pour parler d'une manière qui peut être utile ou aidante. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les groupes d'entraide, ça me passionne tellement que j'en serais capable. Mais il y a deux processus fondamentaux dans l'entraide. La première, c'est l'identification. Nous avons tous une image de soi qui est relativement imparfaite, parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas envie de voir, il y a des choses que nous ne sommes pas capables de voir. Ah, là, je reproduis les mêmes comportements que mon père ou ma mère. Ouh, j'ai pas envie de voir ça. Donc, j'évite d'en être conscient. Et quand on entend quelqu'un d'autre partager à partir de son expérience, donc il n'est pas en train de nous dire « Ouais, Jean-Dominique, tu devrais quand même te rendre compte que tu fonctionnes comme ton père », il dit « Voilà, moi, comment je vis dans ma vie ». Et là, tout d'un coup, il y a un petit déclic qui peut se produire, mais bon sang, mais moi aussi. Hein. Et puis, le deuxième procédé, mais qui va avec, c'est celui de la différenciation. C'est pas parce qu'il y a un groupe d'alcooliques, de personnes ayant le cancer du sein ou diabétiques que tout le monde est standardisé. Donc, dans ce que les autres vont partager, je vais aussi avoir la possibilité de discriminer et de poser ma différence en la légitimant. Parce qu'au fond, dans cette blessure d'estime de soi qui est si paradigmatique aujourd'hui en Occident, il y a toujours cette tentation de s'excuser, de vivre ce qu'on vit ou d'être qui on est. Or là, non. Marcel, alcoolique, il est comme ça. Eh bien, moi, Jean-Dominique, alcoolique, je suis comme si. Et ça ne se contredit pas. Et on a ce terrain commun dans lequel, par ailleurs, on peut se dire des paroles qui font du bien. Alors, j'ai beaucoup étudié les groupes d'entraide travaillant autour de l'addiction, vu que ça a été un de mes domaines de spécialisation. Et une autre chose intéressante, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, chez les alcooliques anonymes, quelqu'un qui a 30 ans de sobriété. Donc, évidemment, il a une expérience, il a un bagage. Une personne qui a 30 ans de sobriété, c'est pas la même chose qu'une personne qui a 3 jours de sobriété, on est d'accord. Mais la personne qui a 30 ans de sobriété, elle peut souffrir épouvantablement dans sa vie à cause d'une galère affective, professionnelle ou autre. Et la personne qui a 3 jours de sobriété peut, dans le cadre du groupe, dire une parole qui va être aidante pour celui qui a 30 ans de sobriété. Donc, il n'y a ni une négation de la différence, parce que 30 ans ou 3 jours, c'est pas pareil, mais il y a cet égalitarisme fondamental qui est que tout le monde est à pied d'égalité et personne n'est supérieur aux autres. Donc, j'ai beaucoup assisté à des groupes, j'ai beaucoup observé ce qui s'y passait, et dans le cadre de ce collectif des Mauges, il y avait une telle qualité d'écoute. Et l'écoute, c'est quoi? C'est être tellement capable de s'intéresser à l'autre que je ne vais pas me parler à moi-même en même temps. Vous voyez, je me rends réceptif parce que ça m'intéresse. Louis, dis-moi comment c'est pour toi maintenant. Et on sait tous à quel point dans la vie quotidienne, on voit beaucoup ça, surtout d'ailleurs avec les gens un peu doués ou souffrant d'un TDAH. Ils vous posent une question, puis 10 secondes après, ils passent à autre chose, ils vous écoutent plus. Ça fait mal. On se sent laissé en rade, laissé en cours de route. Alors, il peut y avoir des raisons de neurodiversité pour laquelle c'est difficile pour certaines personnes, mais en règle générale, on observera tous qu'on vit dans une société qui écoute peu et qui écoute mal. Et le don de l'écoute est fondamental. Et puis, quand on a ces 4, 5, 6 minutes à disposition pour dire
et qu'on sait qu'on ne va pas être interrompu, qu'on observe que les autres sont authentiquement intéressés, c'est comme si cela favorisait l'accouchement de la parole. Parce que si je sais que les gens vont me contredire et me couper la parole, je vais me précipiter pour dire. Et donc, neurologiquement, je reste dans ce que je sais déjà, ce que je me suis déjà dit, ce que j'ai déjà établi comme pensée dans ma tête. Si à l'inverse, j'ai un moment ouvert, il va y avoir une parole qui va progressivement émerger ou qui peut émerger, qui peut me surprendre moi-même. Je ne m'attendais pas du tout à dire ça comme ça. Mais comme je suis dans un cadre de sécurité et que personne ne va l'utiliser contre moi, cela me permet d'approfondir ma relation à mon propre vécu. Voilà. Donc, je pourrais effectivement digresser longuement sur ce sujet qui me tient très à cœur, mais ce moment avait été tellement émerveillant qu'au fond, il m'a ramené à ce questionnement fondamental. Qu'est-ce que l'écoute et sommes-nous aptes à nous rendre capables d'écouter vraiment? Qu'est-ce que la parole? Est-ce que je ne fais que partager des idées reçues que j'ai entendues ailleurs ou est-ce que j'essaye de partager quelque chose d'authentique? Et puis, je terminerai avec ça, je connais la passion de Louis pour l'anthropologie et l'ethnologie, mais dans beaucoup de cultures, on considère que la manière qu'ont les Occidentaux de parler et d'écouter est au fond assez obscène. On est dans cette espèce de logorrhée verbale où on est obligé de parler tout le temps. Si on est entre amis ou en famille, le silence n'est pas bienvenu, ça met tout le monde mal à l'aise. On préfère dire des trucs sans intérêt que de ne rien dire. Et puis, cette sensibilité à l'autre est particulièrement restreinte. Et je terminerai avec cet exemple qui m'a tellement amusé. Quand je suis allé aux Philippines, là-bas, le code de politesse requiert qu'on ne dise jamais non à qui que ce soit. Donc, si vous posez une question à quelqu'un, il vous répondra toujours oui. Est-ce que tu veux venir dîner dimanche à la maison? Oui. Mais après, tout dépend de comment il dit oui. Entre un oui du style oui, ou bien un oui, c'est pas le même oui. Eh ben, les Philippins s'amusent beaucoup parce que pour les Occidentaux, c'est mais il a dit oui. Parce que nous, on est dans cette sémiologie comme ça, assez brute du premier degré, alors qu'eux qui ont cet interdit, alors qui est par ailleurs assez, peut aussi générer de l'embarras dans la vie en société, ça n'a pas que des avantages, mais à l'inverse, sont extrêmement sensibles à tout ce qui relève du contexte. Et par exemple, si ils vont se laver les mains dans l'eau froide, c'est un pays où il fait chaud, ils prennent toujours un moment pour entrer en relation avec l'eau avant de mettre les mains sous le robinet. En fait, d'ouvrir le robinet et de mettre les mains sous l'eau, ils trouvent ça grossier, ils trouvent ça vulgaire. Et ils rient beaucoup des Occidentaux en se disant, ils ont beaucoup de puissance, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est vraiment des gros maladroits. Alors, tu vois, je suis dans une qualité d'écoute patiente. On peut laisser même un silence plein, velouté. Cette question du silence vide ou du silence plein que tu soulèves, notamment dans la vie familiale, dans la vie avec les autres, est très présente dans l'univers monastique, où le silence est la règle pour un certain nombre de moines, et où ce silence paraît très inquiétant à ceux qui sont à l'extérieur, en disant mais quelle vie ça doit être, passer son temps à fermer sa gueule. Et ce qui est très intéressant, j'ai rencontré plusieurs moines avec qui j'en ai discuté souvent, c'est que ce silence, au contraire, laisse la place, laisse se développer tout plein d'harmoniques de la musique du monde. Et que le fait de ne pas venir interférer avec, ne pas essayer de mettre son petit vélo en route de notre discours intérieur qui passe son temps à commenter, à essayer de mettre une parole pour s'emparer de la réalité, au fond. On nomme les choses pour s'en emparer, mais qui accepte que cette chose existe à côté de moi, que le monde existe à côté de moi, que l'autre existe à côté de moi, sans que j'ai besoin de m'en emparer. Effectivement, pour moi, est un élément très important des égards, de ce qu'on appelle les égards en diplomatie. Un diplomate ne va pas commencer par essayer d'imposer sa parole, mais au contraire, essayer d'écouter ce que lui dit la personne en face, et souvent de lui redire, de lui redonner en miroir, pour être sûr qu'il a bien compris, en posant la question, est-ce que j'ai bien compris ce que tu me dis? Et il y a souvent des confusions d'ailleurs, des choses où on ne se comprend pas bien. Et donc l'idée même de dire à l'autre, est-ce que je comprends bien ce que tu es en train de me dire, au fond, ratifie que je l'ai écouté. Et cette écoute, c'est l'attestation de l'existence de l'autre.
Euh, et on en a besoin. On en a besoin, c'est profondément thérapeutique. Tu l'as souligné dans les cercles de parole, mais on a joué à ça dans pas mal de formations que j'ai pu donner, qui est l'idée d'une écoute empathique chronométrée. Et je dis jouer parce que c'est très inhabituel. On n'a pas souvent l'occasion de le faire. Comme tu dis, dans notre culture occidentale, on veut tout de suite répondre, on veut tout de suite commenter, avoir un avis sur la question. Et le spectacle qui nous est donné dans les médias, c'est celui-là. C'est une parole très courte, sans cesse interrompue, qui ne peut jamais se développer. Et puis, deux commercials entre les deux. Donc, vous avez 2 minutes et demie pour caler quelque chose. Vous n'êtes pas là pour écouter qui que ce soit quand vous êtes interviewé. Vous êtes là pour essayer. Vous êtes tellement stressé que vous pouvez aller bouffer du sucre pour vous réconforter. Exactement, quoi. Aux États-Unis, c'est même des pubs pour le Viagra ou pour un médicament X ou Y qui vient comme un cheveu sur la soupe. Où vous dites, ben, bon, ok. Interrompant sans cesse le cours des pensées. Donc, je reviens sur ces exercices qu'on a mis en place dans certaines des formations que j'anime et que j'avais déjà trouvé dans les groupes de cercles restauratifs ou de communication non violente, et qui est un exercice d'écoute empathique. C'est quoi l'écoute empathique? C'est d'écouter l'autre en lui posant une question simple au départ. Comment ça va vraiment? Mais de quoi tu as vraiment peur? Des choses très ouvertes. Qu'est-ce que tu souhaiterais vraiment pour cette année qui vient? Voilà. Et puis de laisser se développer la réponse sans jamais répondre, sans jamais intervenir, mais en étant empathique, donc avec du paraverbal et du non-verbal. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous est inhabituel et peu familier. On a l'impression que manifester notre présence passe par des mots, mais simplement le regard, les froncements de sourcils, on en a parlé dans une émission précédente, en disant qu'on était des lecteurs de sourcils assidus, sont des éléments très importants. Les voilà, ce qu'on appelle le paraverbal, le non-verbal, sont très importants. Et donc d'être dans l'empathie. Et l'empathie, c'est quoi? C'est pas la sympathie, vous n'êtes pas comme l'autre, vous n'êtes pas en train de vous identifier à lui, vous êtes avec lui et en train de l'entourer de votre bienveillance. C'est intéressant parce que cette écoute empathique, elle est présente notamment dans certaines cultures comme le shintoïsme, où quand vous rencontrez quelqu'un, d'emblée, il y a cette idée que vous êtes dans une relation thérapeutique l'un avec l'autre, presque de vous purifier, de vous soigner l'un l'autre, de vos scories, de vos maux, des démons qui traînent. Et alors, cette écoute empathique, pour bien le faire, on met un chronomètre. Parce qu'on aime jouer avec un chrono, vous savez, comme les échecs chronométrés. Et à chaque fois, je dis, on va faire 8 minutes d'écoute empathique dans un sens, puis après, on échange les rôles. L'autre prendra le rôle de celui qui pose la question et l'autre de celui qui parle. Et donc, tout le monde se dit, tiens, 8 minutes, 16 minutes en tout, ça va être long quand même sur une conférence que Fouché donne ou sur un atelier d'une matinée, ça va être long. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'à chaque fois que les 8 minutes puis les 8 autres minutes se terminent, et personne n'a fini de parler. il y a encore beaucoup à en dire pour répondre à cette question très ouverte de comment ça va vraiment aujourd'hui et jusqu'où elle m'a emmené. Et que les gens n'ont pas tellement envie d'être à nouveau interrompus, que c'est très agréable. Et j'ai vu des gens s'effondrer en larmes de simplement être écoutés peut-être pour la première fois de leur vie de manière empathique. Et moi-même, ça m'a ému aux larmes et créé une connexion avec des inconnus que je n'avais jamais rencontrés les minutes d'avant, et me découvrir une proximité, une sorte de connivence et de confiance l'un avec l'autre très importante. Et donc ça, pour moi, ça existe 2 à 2. Et comme tu l'as expliqué avec le collectif Santé Moche, on est capable de le mettre aussi en résonance de manière plus large dans des cercles de parole. Et ce que j'ai vu, c'est cette idée de poser dès le départ quelques règles du jeu pour le cercle de parole pour que ça se passe bien. Ce qu'on dit est confidentiel. Ça n'a pas vocation à être répété à l'extérieur. Ça, c'est très important. On pose la confiance, c'est la règle. Et comme on dit, ça va mieux en le disant. Parce que si on trahit par contre un de vos secrets, là, c'est très douloureux. La parole est au jeu. Au jeu, ça veut dire je parle en souveraineté. Je ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de dire « Ah, Fouché, il pense ça de telle personne, etc. » Non, moi, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Et quand Macron ou quand machin fait ça, qu'est-ce que moi je ressens? Pas eux, juste moi. Quand ils font ça, qu'est-ce que je ressens? Reprendre sa souveraineté et à nouveau posséder ses sentiments, c'est très important. Et puis parler de manière courte et concise, c'est-à-dire avoir ce respect pour celui qui écoute, de pas de manière lancinante répéter la même chose. Et souvent, ce qu'on dit, c'est d'essayer d'être en valeur ajoutée, au fond, d'ornementer, d'enluminer, de mettre quelque chose de plus, de tirer un fil, de ne pas répéter exactement ce qu'a dit Jean-Dominique, mais d'arriver à peut-être prendre une dimension précise qui m'intéresse plus et la déployer. Et montrer
que ça chatoie encore plus quand on la déplie. Et puis de signifier la fin de sa parole. Chez les francs-maçons, ça existe, par exemple, on dit « j'ai dit » ou « j'ai fini ». Parce que le fait de savoir que je vais devoir signifier la fin de ma parole, au fond, me met aussi dans un souci de cohérence dans mon chemin de pensée. Il faut que j'en arrive un peu quelque part, qu'à la fin, j'ai permis à la personne de se retrouver dans mon discours. C'est pas juste un discours tout seul à haute voix, où je pourrais être pris dans n'importe quoi. C'est avec l'autre. Et même s'il est silencieux, c'est avec l'autre. Et puis, enfin, cette dernière idée qu'il n'y a pas de conversation 2 à 2 au sein du cercle de parole. C'est-à-dire, on n'est pas en train de discuter, toi et moi, on est en train de parler au centre. C'est-à-dire, on parle à tous. Et cette idée de parler au centre, c'est un peu contre-intuitif. Et d'ailleurs, souvent, les gens vont essayer de se réapproprier une partie du cercle en reparlant 2 à 2 ou en faisant une conversation privée intérieure de la conversation collective. Et là, il est important que le facilitateur dise « Attendez, ça c'est entre vous, peut-être vous le voyez juste après. Là, on continue à parler du thème qu'on a posé tous ensemble et où chacun peut déposer ce qu'il a à déposer. » On utilise ça notamment dans les groupes que j'ai la chance d'animer, et on appelle ça l'écoute du centre, pour essayer de défricher un sujet. Je vous donne un exemple, on dit Jean-Dominique et moi, on veut faire un site internet. Voilà. On se met tous autour, ça pourrait être une discussion 2 à 2 où chacun réagit, ou non. Est-ce que chacun peut poser sa vision du site internet commun? Et on s'écoute. Et là, parfois c'est pénible, parfois c'est chiant d'écouter, vous avez envie de réagir, vous êtes habitué à essayer de commenter tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'exercice de l'écoute lui-même est probablement encore plus intéressant que l'exercice de parler. Et ce que j'ai vu de plus délicieux, au fond, dans tous ces moments, soit d'écoute empathique 2 à 2, d'écoute thérapeutique dans le cadre de mon métier de soignant, ou de travail collectif dans l'écoute du centre, c'est que le fait d'écouter était déjà en train d'aider la personne à poser son discours le plus juste et aider aussi à ce que se sédimente au centre ce qui était important pour nous tous, ce qui était à la croisée des chemins de nos possibles. Pas le si beau projet sur lequel on serait tous d'accord, mais le recoupement des possibles, le point d'intersection de nos existences. Et que c'était ça qu'il fallait faire vivre et mettre au monde. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, hein, mais en tout cas, c'est une expérience vécue. Très, merci. Ça me permet un petit rebond, mais ça pourrait faire une ou plusieurs émissions en soi, pour peut-être nommer 2 choses. La première, tu as insisté sur l'importance de la parole concise. Alors, certaines personnes réagissent peut-être en disant, bah, attendez, ils se moquent de nous, ils parlent tellement l'un et l'autre que évoquer le truc de la parole concise, vous êtes bien gentils. Mais en fait, la raison pour laquelle je peux écouter Louis pendant des heures, et je reçois régulièrement le feedback, ça a duré 1h30, mais j'ai pas vu le temps passer, et vous pouvez observer tout au long de cette vidéo et des autres, nous laissons de l'espace dans le discours. Parce que si on parle à haut débit tout le temps, il y a un moment donné où simplement ça surcharge notre mémoire de travail, qui sont ces 2 petites fenêtres dans lesquelles seules 7 à 10 unités d'information peuvent être traitées à n'importe quel moment. Et si jamais il n'y a aucun vide à cet endroit-là, il y a un moment donné où on part dans la lune et on décroche. Parce qu'on a une surcharge informationnelle. Alors que si, comme le fait très bien Louis avec son parler très imagé, il vous met en résonance avec ce qu'il partage, mais il fait régulièrement des pauses pour que vous puissiez vider votre mémoire de travail et être intéressé par la suite. Et au fond, cette concision, ça ne veut pas dire parler uniquement comme un taiseux, ça veut dire savoir habiter la parole d'une manière qui nous permet de laisser émerger les choses du dedans plutôt que de répéter comme un perroquet ce qu'on croit déjà, mais aussi avoir la prévenance vis-à-vis de l'auditeur de penser qu'il a besoin de respirer. Parce que son effort d'écoute est un effort, c'est un don, c'est un cadeau. Et donc, cet espace-là est vraiment absolument fondamental. Merci beaucoup, Jean-Dominique. On espère que vous pourrez aller dans un confessionnal bientôt avec quelqu'un à côté de vous, mais peut-être ça faisait partie de ce processus d'écoute thérapeutique, hein, qu'au fond, le fait de pouvoir parler comme ça, dans le silence de l'autre, dans une sorte de moment un peu intime, et dans un recoin caché, et on reviendra sur cette question de l'intimité. Ça fait partie de ces choses dont on a absolument besoin, et je vois aujourd'hui des gens hurler leur détresse dans les réseaux sociaux et sur Internet
en espérant que puisse y trouver une résolution. Je crois que c'est un leurre, ça n'existe pas, et que nous avons besoin de renouer des liens intimes, 2 à 2, et parfois au sein de groupes entiers. Donc merci au collectif Santé Mo, je vous invite à voir leur site internet et puis à les contacter, c'est parmi les gens les plus actifs du côté de Cholet. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Accords et Désaccords.